Cléantys, évidemment, ne comprend pas du tout ce qui se passe, pourquoi Arlequin a cédé si facilement et a renoncé à son statut de maître et à libérer son, son, son esclave. Et Arlequin, du coup, voilà, lui explique que c'est tellement mieux de pardonner, que tout le monde puisse se repentir et tout le monde se pardonne et tout le monde vit heureux et librement. Mais évidemment, pour Cléantys, c'est beaucoup plus difficile. Dans la pièce, l'actrice qui joue Cléantys, je trouve, est vraiment très très forte. Elle pousse ce cri de colère et de rage parce qu'elle voit bien qu'elle est dans une impasse et qu'elle est obligée d'accepter, mais pour elle, c'est trop difficile. Et elle a cette tirade. Alors, une tirade, c'est une réplique qui est beaucoup plus longue. Hein. On le voit là. Donc, c'est normalement l'extrait que j'étudie avec vous en classe. Donc là, c'est pas vraiment la peine, hein, mais on voit ici que la réplique de Cléantys est beaucoup plus longue. C'est ce qu'on appelle une tirade, puisque vraiment le personnage, l'acteur, du coup, le comédien, va venir sur le devant de la scène, prendre la parole sans être interrompu, sans qu'il y ait de dialogue. Et voilà ce qu'elle dit. Ah, vraiment, nous y voilà, avec vos beaux exemples. Voilà de nos gens qui nous méprisent dans le monde, qui font les fiers, qui nous maltraitent, qui nous regardent comme des vers de terre, et puis qui sont trop heureux dans l'occasion de nous trouver 100 fois plus honnêtes gens qu'eux. Fi, que cela est vilain de n'avoir eu pour tout mérite que de l'or, de l'argent et des dignités. C'était bien la peine de faire tant les glorieux. Où en seriez-vous aujourd'hui, si nous n'avions pas d'autre mérite que cela pour vous? Voyons, ne seriez-vous pas bien attrapés? Il s'agit de vous pardonner, et pour avoir cette bonté-là, que faut-il être, s'il vous plaît? Riche? Non. Noble? Non. Grand seigneur? Point du tout. Vous étiez tout cela. En valiez-vous mieux? Et que faut-il donc? Ah, nous y voici. Il faut avoir le cœur bon, de la vertu et de la raison. Voilà ce qu'il faut. Voilà ce qui est estimable, ce qui distingue, ce qui fait qu'un homme est plus qu'un autre. Entendez-vous, messieurs les honnêtes gens du monde? Voilà avec quoi l'on donne les beaux exemples que vous demandez et qui vous passent. Et à qui les demandez-vous? À des pauvres gens que vous avez toujours offensés, maltraités, accablés, tout riches que vous êtes, et qui ont aujourd'hui pitié de vous, tout pauvres qu'ils sont. Estimez-vous à cette heure, faites les superbes, vous aurez bonne grâce. Allez, vous devriez rougir de honte. J'aime beaucoup cette tirade de Cléantys parce qu'elle résume bien voilà, l'état d'esprit aussi. Hein. Donc on est au XVIIIe siècle, la Révolution n'est pas loin, on est au siècle des Lumières. Ce sont des idées justement hein, qui animent les réflexions de tous les arts et de tous les penseurs, les intellectuels de cette époque-là, sur le fait que oui, en fait, la richesse, la noblesse, c'est quelque chose qui corrompt les hommes, qui les rend profondément mauvais. Et au final, qui dirige le pays? Qui décide de ce qui est bien ou mal dans le pays? Eh bien, des gens qui ont été corrompus par cette richesse, par ce pouvoir et par cette noblesse, des gens en fait qui sont profondément mauvais à cause de l'argent et de la noblesse avec lesquels ils sont nés. Et c'est vrai que cette injustice, ce paradoxe, le fait que ceux qui ont le pouvoir, que ceux qui dirigent, que ceux qui voilà, sont en fait les gens les plus mauvais, et que les personnes qui ont le meilleur cœur, les gens qui ont le plus de courage, sont en fait ceux qui sont complètement asservis. Et c'est vrai que voilà, elle développe ce que Harlequin disait sur le fait que c'est vraiment facile de demander à des esclaves, à des gens qui ont été maltraités et méprisés toute leur vie, de céder à des gens qui ne supportent pas d'être eux-mêmes esclaves pendant une journée, et sachant que c'est des esclaves qui n'ont pas été maltraités, puisque Trivelin a bien insisté sur le fait qu'il ne fallait pas chercher à se venger, mais qu'il fallait chercher à les guérir. Donc c'est vraiment trop facile de les mépriser toute leur vie, et puis là, quand ils en ont besoin, de trouver qu'ils sont plus honnêtes, qu'ils sont plus généreux, qu'ils sont meilleurs. Et donc cette injustice, voilà, elle est brutale, elle est violente, parce qu'au final, les gens qui dirigent, les gens qui ont du pouvoir, les gens qui ont la vie facile en fait, ce ne sont pas les gens les plus vertueux, ce sont juste les gens qui ont eu de la chance,
Et la vie repose sur ça, sur la chance de naître riche, de naître noble. Et même si ces gens sont remplis de défauts, de vices et qu'ils sont méchants, eh ben, ce n'est pas grave. Ils ont eu la chance de naître riches et nobles, et donc du coup, tout leur sera permis. Et au contraire, bah, les gens, même s'ils sont les plus vertueux possibles, s'ils sont nés esclaves, bah, tant pis. Même s'ils sont raisonnables, même s'ils sont sages, même s'ils ont plein de qualités, ils vont souffrir toute leur vie, parce qu'ils sont nés esclaves. Ce genre de réflexion que Marivaux met en avant et met comme ça, de façon aussi forte à la fin de sa pièce, euh, et qui permet de nuancer la fin heureuse, puisqu'au final, Cléantis accepte de libérer sa maîtresse et tout se termine bien. Ça permet de montrer quand même le fond de sa pensée, ça permet de montrer que ces inégalités sociales aussi fortes qu'il y a de son temps, mais elles sont inacceptables, ces injustices, elles sont insupportables, et qu'il faut que les choses changent. Et en ça, Marivaux n'est pas un grand révolutionnaire. C'est pas, on voit bien que vous avez étudié le siècle des Lumières avec Madame Lassalle. C'est quelque chose qui parcourt tout le siècle, que tous les auteurs, les intellectuels, les artistes sont nourris de ces idées-là, de cette volonté justement d'une plus grande justice, d'une plus grande égalité, et qui en ont marre de cette corruption permanente des élites et des personnes de pouvoir. Ça, c'est pas, il n'y a pas que Marivaux. Un auteur, donc un autre dramaturge de la même période que Marivaux, qui s'appelle Beaumarchais, qui a écrit plusieurs pièces, dont notamment Le Barbier de Séville et la suite qui s'appelle Le mariage de Figaro. Dans Le mariage de Figaro, le personnage, justement, Figaro, a aussi une longue tirade, puisqu'il est né, il est le serviteur, mais il est le serviteur malin, rusé, qui est prêt à tout pour aider son maître, et pourtant celui sur lequel le sort s'est acharné. Et là, toute cette réflexion de se dire mais si j'étais né riche, ma vie aurait été tellement différente, et pourtant je suis la même personne. Comment ça se fait qu'on puisse avoir autant d'écart juste par un coup de hasard? Et en fait, ces gens riches, ils n'ont qu'un seul mérite, bah, la chance d'être nés riches, c'est tout. Ils n'ont aucun autre mérite. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez fort, d'assez engagé de la part de Marivaux, et que derrière voilà, ces airs de petites pièces légères, avec des gens qui se déguisent, qui inversent leur rôle et tout, on voit que Marivaux, voilà, à sa manière, subtile, nuancée, c'est pas non plus comme s'il mettait le feu au théâtre, fait quand même passer des idées assez fortes à ce sujet. Et donc la pièce de Marivaux se termine de façon très positive quand même, puisque ça reste Marivaux. Cléantis accepte de libérer sa maîtresse, qui, touchée par le geste de Cléantis, qui elle-même a reconnu tout le mal qu'elle avait fait, et qui a gagné en générosité, en humilité, dit qu'elle la traitera comme son égale, comme sa sœur, et que maintenant ils vont rentrer ensemble à Athènes tous, et qu'ils partageront leurs richesses et leurs avantages avec leurs anciens esclaves. Je ne réponds pas à la question de synthèse pour l'instant, je ferai une autre vidéo pour ça, parce que j'aimerais que certains élèves continuent, voilà, utilisent le cours Régé que je viens de faire pour voilà, essayer de réfléchir, de lister au moins 3 valeurs, et d'essayer à chaque fois d'expliquer, bah voilà, par exemple la générosité, en quoi on voit que c'est une pièce qui met en avant la générosité, quel personnage est généreux, à quel moment, l'humilité, voilà, c'est des mots, j'aimerais que vous réutilisiez, que vous appropriez. Ce travail de synthèse va vous permettre justement bah voilà, de vraiment maîtriser ces valeurs, puisque c'est ça l'objet quand même de cette thématique, c'est la confrontation des valeurs. Donc, j'ai choisi de vous faire travailler sur cette mise en scène qui est assez particulière, vous voyez, puisque c'est une mise en scène moderne, pour justement voilà, vous faire réfléchir à ce qu'il s'y passe. On voit donc ces grands panneaux en bois qui se déplacent, etc. Donc le décor est assez particulier, il est assez brut. Il n'évoque pas du tout une île. En fait, seule chose qui évoque l'île, c'est les sons qu'on peut avoir de temps en temps. Mais à part ça, il n'y a pas de sable, il n'y a pas de cocotier, ni rien. Donc on est loin de l'image habituelle de l'île. Alors ces grands panneaux de bois là, qui servent de décor justement, peuvent évoquer plein de choses. Alors on a l'impression un peu de, justement, c'est ça l'intérêt en fait de faire un décor, ce qu'on appelle épuré, c'est-à-dire très simple, très sobre, c'est que les gens projettent un peu ce qu'ils veulent.
sur ce décor. Voilà. Certains, justement, on imagine qu'on est sur l'île des esclaves, donc ils ont dû faire de la récup avec ce qu'ils ont trouvé pour, pour construire des maisons sur l'île. Donc il y a cette idée-là aussi, parce que c'est du bois un peu aggloméré, ce qu'on appelle, donc qui est comme du bois de récupération. Mais ce qui est surtout, je trouve intéressant, c'est la façon dont se déplacent les panneaux qui ne cessent d'avancer petit à petit, comme si c'était une sorte de compte à rebours où petit à petit les panneaux avancent vers le devant de la scène et où les esclaves les anciens maîtres doivent se repentir, sinon, s'ils ne le font pas, voilà, ça risque de mal se terminer. Donc il y a cette idée-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'à chaque fois que les panneaux se déplacent, je vous avais dit d'y être attentif, les anciens maîtres se saisissent le cœur comme si ils avaient une crise cardiaque ou comme si ça leur serrait la poitrine, ce qui donne une dimension un peu fantastique à cette île, comme si elle était animée d'un pouvoir et qu'à chaque fois que les maîtres font preuve d'orgueil qu'il y a de l'orgueil dans leur cœur, et ben l'île les fait souffrir pour ça, pour qu'ils guérissent. On voit aussi avec les costumes que ça renvoie à une époque moderne et que comme de toute façon Marivaux a choisi que son récit se passe dans la Grèce antique alors que lui vivait au XVIIIe siècle, on peut se permettre de faire ce décalage. Et puis je pense aussi que l'intérêt justement d'habiller les acteurs de façon moderne, d'utiliser un revolver plutôt qu'une épée, c'est aussi de montrer en fait en quoi cette pièce elle est encore actuelle. Il y a encore des choses, en fait ça peut nous parler encore aujourd'hui, cette idée justement d'esclaves et de maîtres. Alors aujourd'hui l'esclavage, il n'y en a plus en France, mais on voit bien que dans certains pays, des gens travaillent pour très très peu d'argent, des enfants travaillent et en fait ont une vie d'esclaves. Et tout ça pour que nous puissions consommer des objets. Et donc c'est vrai que c'est une pièce, en fait, quand on y réfléchit, qui est encore d'actualité. Ce qui est intéressant aussi, c'est la fin, de regarder les dernières minutes. La pièce de Marivaux, elle, se termine sur une fin heureuse, sur la réconciliation des maîtres et des esclaves, la victoire de l'amitié, de la compassion. Mais le metteur en scène de la pièce a choisi, lui, de rajouter quelque chose à la fin qui renverse complètement l'ordre de la pièce. Donc on voit à la fin, donc, on les voit qui se dirigent vers la lumière. On a l'impression qu'ils vont tous repartir ensemble, sauf que le metteur en scène a choisi, lui, de faire une fin beaucoup plus brutale et négative, puisque les maîtres tuent leurs esclaves. Et donc ce qui sous-entend qu'ils ont fait semblant de se réconcilier avec eux pour pouvoir être libérés et du coup pouvoir repartir sur Athènes. Ce qui montre une dimension très pessimiste, comme je vous l'ai dit, du coup, si on transpose dans notre monde, à savoir que, au fond, les esclaves, les gens qui sont traités comme des esclaves pour qu'on puisse avoir des vêtements, pour qu'on puisse avoir des iPhones et des produits ménagers, électroménagers, par exemple, des aspirateurs, ce genre de choses, et en fait, ne pourront jamais sortir de leurs conditions et que même si on voudrait, on ne pourrait pas, et qu'au final, c'est toujours le capitalisme qui gagne. Et finalement, on est nous-mêmes détruits par ça, puisque là, les deux, on revient sur ce pouvoir un peu fantastique et mystique de l'île, qui tue les maîtres. Et Trivelin arrive et constate le massacre et voit que tout le monde est mort. Et je pense que la conclusion qu'il faut tirer de cette fin, c'est que justement, voilà, si on ne change pas les choses, si on laisse les puissants corrompus continuer à diriger, continuer à tout le temps reprendre la main, tout le temps avoir le dessus, au final, on va tous
va tous y passer et tous en pâtir et tous en mourir en fait.